Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sixième épisode de notre série La Colombie continue de chercher les centres élections 2026. Je suis Martha Blackwell, vice-présidente du Conseil canadien pour les Amériques. C'est un plaisir maintenant de vous présenter nos invités d'aujourd'hui, les entrepreneurs qui nous accompagnent pour partager leur perspective. David Bojanini, ex-président exécutif du groupe Sura, et Antonio Sela, ex-président exécutif de Promigas. Et aussi, bien sûr, nos hôtes, Sandra Borda, professeure et chercheuse à l'Université des Andes, et Ken Frankel, président du Conseil canadien pour les Amériques. Et sur cela, je cède la parole à Sandra pour commencer la conversation. Sandra, c'est à toi. Bonjour Martha, merci beaucoup à tout le monde. Et bon après-midi, bonsoir aussi, dépendamment de votre horaire. C'est un plaisir vraiment pour vous revoir à nouveau dans cet espace, un espace dédié, comme vous le savez déjà, à la discussion, à la conversation par rapport à ce qui est, ce qui n'est pas, les probabilités et les dynamiques du centre politique colombien. Il s'agit d'une série que nous avons nous organisons depuis longtemps. C'est là est la deuxième saison et nous sommes au sixième épisode. Nous avons commencé dans le processus électoral passé et l'idée est justement d'avoir une conversation par rapport aux idées. C'est quoi le centre politique? Il consiste en quoi? Et nous avons effectivement commencé dans une dynamique qui est très intéressante, à mon avis, qui est avoir une conversation sur cette thématique, pas juste avec des hommes et des femmes politiques, mais aussi justement aujourd'hui, nous avons des grands représentants du secteur privé. Les secteurs privés, bien sûr, doit être une partie intégrante de cette discussion sur les centres politiques et sur les prochains processus électoraux. Et c'est pour cela que vraiment un grand plaisir d'être ici avec David et avec Antonio. Je veux commencer avec la question et la conversation avec laquelle on commence tout le temps dans cette série. Et il s'agit justement de l'usage de cet terme, le centre politique. Dans ces 6 chapitres qu'on a eu jusqu'à maintenant, nous avons eu des réactions émotionnelles et pas seulement par rapport au terme, à l'usage du terme centre politique. Et je veux justement vous demander par rapport à cela. Je peux commencer avec David peut-être. Je veux savoir si vous vous sentez à l'aise par rapport à l'idée d'utiliser le terme centre politique et quelle réaction émotionnelle et rationnelle le terme centre politique vous produit. Et peut-être on va demander à Antonio de répondre juste après. Ben voilà, avant tout, Sandra, merci beaucoup et merci au Conseil canadien pour les Amériques pour l'invitation. Moi, je pourrais commencer en disant que les centres se définissent par rapport à ce qui se passe aux extrêmes. Et donc, le monde a commencé à se polariser en créant des extrêmes, des pôles extrêmes. Et ces pôles, justement, ont commencé à se renforcer et à se défendre beaucoup plus dans les dernières années. Cela est ce qu'on peut appeler extrême gauche, extrême droite, et les comportements peuvent être assez pareils par rapport à la forme d'aborder certains problèmes. Et pour cela, justement, je veux dire que ceux qui ne veulent pas être ni à gauche ni à droite ont commencé à penser de se placer sur le centre. Et ça, c'est pour moi le centre. Il s'agit de la capacité, à mon avis, de ne pas se tenir par des dogmes ou ce qu'un certain groupe dit, mais plutôt considérer un panorama politique face à un problème spécifique et cela veut dire aussi avoir un certain positionnement dans lequel on considère rationnellement la situation avec de la bonne information, commencer à penser à quelle va être la meilleure solution face à un certain problème. Je ne dis pas que juste parce que je suis dans ces pôles extrêmes et les dogmas de ces extrêmes dit qu'il faut aborder ce problème de cette forme-là, je vais dire OK, OK, on va suivre cela.
ce n'est pas le cas. Je pense que le centre, justement, a la possibilité d'analyser, de montrer de l'empathie, d'écouter aussi, d'entendre et d'écouter les différents points de vue de tout le monde et avoir cette capacité de penser et construire ce qui va être mieux pour les pays. Moi, je me sens très à l'aise avec ces positionnements parce que je n'aime pas du tout forcer et obliger quelqu'un à penser, respecter des paradigmes, des dogmes euh, créés par un groupe déterminé. Il est très important d'analyser le monde qui est en constant changement et je pense que je veux partir de là pour définir les centres. Quelqu'un a dit que il s'agit d'un gris de haute confiance. Sandra, le micro. Ah, je suis désolée. Jusqu'à dernier de mes jours, je vais oublier le micro. Mais voilà, des gris, vous disiez bien, mais avec des hauts niveaux de pragmatisme. David, c'est exactement c'est là que j'entends de votre part? Oui, c'est justement ça. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays si quelqu'un du centre parle d'une idée que peut-être la droite a mentionné à un certain point dans le passé, ben voilà, le pôle extrême de l'autre côté va déqualifier directement cette personne de l'autre extrême ou vice-versa, quelqu'un de extrême droite va dire à quelqu'un de centre qu'ils sont de gauche parce que l'idée est différente par rapport à la droite. Et cela ne donne pas chemin à penser, à avoir la capacité d'analyser beaucoup de choses. Parfait. Ben, Antonio, je te passe la parole. Ben, voilà, moi, je me sens vraiment bien dans le centre, mais je trouve que c'est un terme assez nouveau. Ben, bien sûr, avant tout, merci Ken, merci Sandra et Martha. Ça fait longtemps et c'est un plaisir. Merci pour l'invitation, merci pour la création de ce type d'événement. Je pense que c'est le terme centre est assez nouveau. Je n'ai pas été vraiment un militant politique, mais je me suis toujours considérée assez libérale. Et ces libéralismes tombent dans le centre, à mon avis. Une forme anecdotique d'illustrer ce que le centre peut être, ben, quand nous avons eu une conversation dans une table ronde, je pense que c'était, et à ces moments, nous parlions beaucoup de l'assassinat des leaders sociaux, et la gauche disait que c'est un crime d'État, et la droite euh, dit que ce n'est pas du tout ce type de crime. Donc, il faut quelqu'un qui ne qualifie ce type d'assassinat de aucune de ces formes-là. Donc, le centre dit, on ne va pas mettre des étiquettes, mais on va s'arrêter et analyser. Et donc, je pense que c'est important que le centre se commence à identifier avec les résultats que le centre a donnés en termes de démocratie dans le monde. Les centres de la démocratie sociale en Europe, les centres du gouvernement de Camargo Restrepo comme résultat pour la Colombie. Mais on peut parler de beaucoup de choses, mais en soi, il s'agit pour moi de moins d'émotions, plus de respect pour les autres, d'inclusion et aussi cet équilibre qui doit exister dans ces discours exacerbés des droites et des gauches, cette polarisation, d'un côté liberté extrême, d'un côté égalité extrême, je pense qu'on ne peut pas donner des expressions radicales par rapport à cela. Ce qui est important pour la société doit avoir des solutions et des positions intermédiaires. Dans une autre thématique, si on parle des impôts, par exemple, pour nous, les entrepreneurs, cela est très important. Les centres euh, proposent un capitalisme contrôlé, régulé de forme intelligente où les secteurs privés peuvent compter avec des impôts équilibrés autant qu'ils contribuent à la partie sociale, mais aussi augmentent l'investissement. Cela est un positionnement du centre. Donc, je crois qu'à un certain moment, on a reconnu la position de centre comme la troisième vie. Et cela a été vraiment déchiré comme opinion publique, mais c'était vraiment une bonne idée. Donc,
peut-être là, j'entre dans une thématique qu'on va toucher après, mais si on regarde les statistiques centrales, la majorité des personnes se définissent en étant du centre. Peut-être ils ont leur propre définition de centre, mais un candidat qui s'appelle ou se dénomine de centre se demande, mais alors qu'est-ce qui se passe? Parce que s'ils sont de centre, ils ne votent pas pour moi. Parce que apparemment, je dois montrer les mêmes idées des gens qui s'identifient avec le centre, des modérations, des rationnements. Donc, je me dis, OK, peut-être que je n'ai pas su toucher à certaines émotions connectées au centre des personnes, mais il faut peut-être passer en révision ce qui est en train de se passer et montrer que beaucoup de personnes se disent appartenant au centre, mais qu'ils ne montrent pas les résultats. Et je pense que cela montre aussi l'importance de la polarisation dans ce type de scénario. Il faut regarder où est le point d'inflexion de cette polarisation. Depuis quand, en Colombie, au moins, on a commencé à être si polarisé. Donc, voilà, une conclusion, je peux dire que je me sens du centre. Il faut le définir. Il faut peut-être faire un peu de pédagogie par rapport aux résultats des partis politiques qui ont appliqué des politiques du centre, mais qui n'ont pas su transformer assez pour être votés dans beaucoup de sociétés. Ben voilà, merci, monsieur, pour vos réponses. Justement, par rapport à ces thématiques, dans les passés, il y avait certaines, on va les appeler lignes rouges par rapport à jusqu'à quel point le centre peut se définir. Voilà, par exemple, il y a 3 ans, c'était le, la ligne de l'accord d'épée. Voilà, ça c'était une ligne rouge du centre. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines thématiques par rapport à un point de vue consistant pour dire, OK, je me considère du centre? Je n'ai pas trop bien compris, Ken, désolé. Est-ce qu'il y a des lignes rouges pour être ou ne pas être du centre, des lignes rouges ou des valeurs de base à devoir respecter si on veut dire qu'on est du centre? Moi, je me rappelle que dans le passé, c'était l'accord des paix comme ligne rouge du centre. Il y avait Humberto de la Calle avant et on parlait de l'accord de la paix pour être comme condition pour être considéré quelqu'un du centre. Donc, la question est-ce que vous croyez qu'il y a des thématiques ou des lignes rouges qu'on utilise actuellement pour définir les centres? Juste une petite question en plus pour donner un, un angle additionnel, pas justement les thématiques, mais la condition même. Robledo, par exemple, disait que dans le centre, quelqu'un ne peut pas, si on considère le centre dans cette coalition avec Fajardo, etc., il disait que on ne peut pas dire que dans le centre, il y a quelqu'un euh, qui a été parti des gouvernements qui a endommagé vraiment le pays, comme le gouvernement d'Uribe, les gouvernements de Petro. Ils ne peuvent pas être du centre parce qu'ils ont produit des résultats et des dégâts et ne partagent pas les idées. Donc, la ligne rouge, à leur avis, c'était ça. Ils ne veulent pas croiser cette ligne rouge. Donc, la question n'est pas seulement quel positionnement dans certaines thématiques vous considérez comme fondamental pour se définir comme centre, mais aussi en termes d'activisme politique ou militance politique, quel type de conditions il faut respecter pour dire, OK, je suis du centre. Oui, je crois que il y a pas mal d'éléments qui ont à voir avec le centre, par exemple le respect pour les idées autrui, les droits humains, les décisions basées sur l'évidence. Je pense que ça fait partie du centre. Mais par rapport à ce que Robledo dit, moi je comprends, mais je pense que ça dépend de l'orgueil particulier de certaines personnes qui ont été ou pas du centre dans les passés. Donc, ça fait partie de la mécanique de la politique. Je ne suis pas si, on va dire, limitant par rapport à cela parce que ça dépend. Moi, je pense que ça dépend vraiment des cas spécifiques. Et je crois que les grands problèmes du pays sont abordés de formes différentes depuis la gauche, le centre et la droite.
Donc, je crois que ça, c'est le point focal de la discussion. Et je m'explique. Personne n'est dit ici que la sécurité, par exemple, est un élément essentiel pour le bien-être de la société. Maintenant, comment on arrive à la sécurité, ça, c'est autre chose. C'est là qu'on trouve toutes les nuances possibles. Donc, les centres cherchent à avoir de la sécurité avec les contrôles du territoire, avec un État fort, pas avec cela, mais alors avec le dialogue, avec l'investissement social, avec toute une série de mécanismes et d'outils qui permettent donner une réponse à toute cette partie de la société qui génère des thématiques de violence. Moi, je pense qu'il faut changer les langages aussi. On ne peut pas continuer à parler de guerre, de conflits, mais plutôt d'affaiblissement peut-être. La définition est importante parce que ça dépend des diagnostics et des solutions. Donc, on peut se demander où est-ce que le centre a des conditions fondamentales, je dirais dans le modalité de développement. Le modèle de développement du centre doit avoir quelque chose à voir avec la démocratie, le libéralisme, le respect de la propriété privée, le capitalisme qui est là tout seul. Mais ça, c'est la différence entre la gauche et la droite. Pour les entrepreneurs, il est très important. Nous avons le capitalisme, nous le voulons, mais nous voulons un capitalisme du centre, régulé, intelligent, et cela est vraiment difficile à appliquer. Pour cela que je dis que si on parle des problématiques du pays, je crois que nous sommes d'accord par rapport à quel type de problème nous avons, mais la différence reste dans la façon de répondre à ces problèmes depuis la gauche, le centre, la droite. Et dernier élément, l'éducation. Nous sommes vraiment en arrière par rapport à l'éducation. Les 50%, et je vous donne juste la statistique, les 50% des enfants de moins de 10 ans en Colombie ne comprennent pas un texte basique. Et là, on parle de la Constitution. Tout le monde veut une éducation de qualité. La gauche dit sûrement tout doit être à travers du gouvernement, tout doit être basé sur des entreprises nationales. Et la droite dit tout sur les privés. Mais voilà, les centres peuvent utiliser des différentes alternatives qui marchent et qui vont fonctionner et qui vont donner des résultats et qui vont être appliqués pour arriver à nos résultats, pour réussir à résoudre ces problèmes. Et moi, je pense que ça, c'est ma réponse. David, voilà, je suis vraiment d'accord par rapport à ce que Antonio vient de dire. Je pense que, voilà, certaines lignes rouges, effectivement, il y en a. Le dogmatisme, par exemple, il ne peut pas y avoir juste une forme de voir les choses. Par rapport à l'institutionnalisation, cela est essentiel. Et la démocratie, comme Antonio l'a mentionné, cela est fondamental pour nous, les personnes du centre. Qu'est-ce qui se passe avec cela? Bien sûr, les extrêmes, les pôles extrêmes essayent de toucher à l'institutionnalisation, à l'institutionnalité pour imposer ces idées, pour essayer de voir les choses depuis juste un point de vue seulement. Par exemple, en termes de sécurité, comme Antonio vient de dire, on a déjà écouté des candidats dire que la solution est la violence. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est une solution vraiment pauvre par rapport à la sécurité. Nous sommes dans une crise grave des sécurités. Donc, pour améliorer la sécurité du pays, il doit y avoir une série de mesures à appliquer qui vont vraiment au-delà de la violence. Bien sûr, il faut renforcer les forces armées, les autorités, mais aussi la justice, mais aussi l'intelligence, le renseignement militaire, l'intelligence en général, la technologie. Donc, il est vraiment incroyablement négatif que ceux qui utilisent la technologie, les drones et tout ça, soient les groupes armés pour attaquer aux forces armées et à la population. Donc, nous trouvons une série d'éléments là, mais bien sûr, comme Antonio l'a dit, afin d'améliorer la sécurité, il faut faire de l'investissement social et la présence dans les territoires n'est pas juste par rapport à la force publique, mais aussi par rapport à la présence au territoire. Il faut être là en tant qu'investissement social.
moi, je me suis toujours dit qu'on parle toujours de l'égalité. Et l'égalité est vraiment utopique. Mais l'équité, on peut réussir à l'avoir et surtout dans le niveau public. Donc, si on parle de l'investissement et dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des services publics, etc., mais aussi la santé, l'éducation, la justice. Voilà. Si les gouvernements se dédient à faire de l'investissement dans ces types de secteurs, dans les secteurs publics où il faut y avoir de l'équité, ben voilà, la sécurité améliorerait automatiquement dans les territoires. Et ça aiderait aussi à améliorer la situation, le scénario en général. Mais la situation actuelle ne donne pas d'espoir à la population par rapport à la défense et des groupes armés. Les groupes armés commencent à remplacer la force de l'État et là, il commence à y avoir des forces illégales qui sont en train de contrôler une bonne partie du territoire. Donc, moi, en retournant un peu en arrière par rapport à la question que vous m'avez posée, si effectivement, je me dis oui, il y a des lignes rouges et je pense que les solutions doivent être des solutions qui regarde et qui analyse la situation depuis tous les points de vue, depuis tous les angles et perspectives. La sécurité n'est pas juste par rapport à des messieurs qui font des choses illégales pour contrôler les territoires, mais aussi beaucoup plus. Là, le manque de présence du gouvernement, le manque de l'État et beaucoup d'autres choses. Il s'agit d'un bon exemple en soi parce que beaucoup de personnes passent à des solutions simples, comme par exemple balles. Projectile d'armes à feu, on y va. Ça, c'est la réponse. Et ça, c'est un grand problème. Il s'agit d'une stratégie qui ne va jamais arriver à trouver une solution et à la paix. Je pense que c'est vraiment un exemple excellent par rapport à ce que le centre ne doit pas faire et ne doit pas être. Et nous avons vraiment tombé dans cela. Et Antonio parlait d'émotions à un moment. Effectivement, il y a des personnes qui pensent que les pays n'a plus de contrôle, qu'il n'y a plus d'autorité, que nous avons besoin d'un gouvernement avec une, une main forte. Et c'est pour ça qu'il donne des exemples de leaders autocratiques qui sont en train de proliférer partout dans le monde. Et avec ce type de leaders, les gens pensent que nous allons solutionner, résoudre des grands problèmes du pays. Et cela ne peut pas être un positionnement du centre. Parce que si on commence à parler des leaders autocratiques, on commence à faire de la violence par rapport à l'institutionnalité, à la démocratie, aux droits humains et beaucoup d'éléments qui sont vraiment importants dans la situation actuelle. Pardon, hein, si je peux juste ajouter quelque chose, est-ce que je peux? Ah oui, ouais, je demande la permission. Merci. Voilà, je crois que quelque chose que fréquemment on oublie est la quintessence de l'engagement de l'homme, de la femme politique et du citoyen dans un contrat social fondamental qui est le travail, la santé, l'éducation, la sécurité et le soutien. Donc, en soi, il s'agit de la corruption. C'est les problèmes des personnes qui vivent en Colombie depuis 40 ans. Si l'État oublie tout ça, ben voilà, c'est là que les gens commencent à croire que la solution est l'autocratie avec des solutions dangereuses qui peuvent nous ramener à des situations dangereuses. Les centres doivent parler de cela. Voilà, les résultats qu'on a pu obtenir dans l'histoire, dans la démocratie, grâce aux valeurs démocratiques du centre. Moi, je pense que cela parle seul sans devoir expliquer. Et aussi, à un moment déterminé, on va devoir parler par rapport à ce que doit se passer pour que le centre réussisse. En soi, on parle d'émotions et beaucoup de personnes, des scientifiques de la politique, disent que par rapport au charisme, on pourrait montrer des aspects plus ou moins autoritaires. Voilà. Et moi, je pense que Macron est un bon exemple. Macron a triomphé avec des idées des centres qu'il a su vendre, qu'il a su user, utiliser pour vendre une idéologie dans un pays qui n'était pas du centre.
Et Felipe González est un leader avec une formation extraordinaire par rapport à ce que était un parti socialiste, mais qui était plus de centre que n'importe quelle autre chose. Et ça, c'est une autre caractéristique du centre. Il a su réunir, écouter, négocier, entendre et comprendre toute une série d'éléments. Et moi, je crois que actuellement, la politique est très personnalisée. Je pense que Sartori l'a dit il y a pas mal de temps, quand la télévision a été inventée, il a écrit un petit livre en disant, la politique maintenant, c'est des images, c'est de la conviction, c'est convaincre et vendre des idées. Et donc, les leaders doivent réveiller des émotions dans les autres, mais aussi communiquer avec raison. Voilà, et dans cette direction, si on veut parler un peu de la question de l'engagement du centre par rapport au contexte colombien, Antonio, je voulais vous poser la question par rapport à quelque chose de plus politique et moins conceptuel. Je pense que les deux questions vont ensemble. La première est que, bien sûr, le centre n'est pas arrivé au pouvoir exécutif, mais il s'est quand même consolidé comme force politique dans les congrès dans la dernière période électorale. Donc, si on considère l'exercice que le centre a fait, cela n'est pas un exercice unifié, mais bien sûr, il est un exercice quand même, donc comme force indépendante ou comme force d'opposition, et en considérant aussi l'engagement électoral dans les autres secteurs, quel est votre bilan par rapport à ce que le centre a fait dans les dernières 4 années en Colombie? Et je vous demande cela, et comme ça, je ligne à la deuxième question. Juste en faisant un bilan, est-ce que nous allons avoir une désagrégation des erreurs et des succès pour améliorer la courbe d'apprentissage du centre politique dans les prochaines périodes électorales? Moi, je pense que c'est un bilan important à faire. Si vous voulez, on commence par David dans ces fois-ci. OK, moi, je vais donner un peu de continuité euh, par rapport à ce que Antonio disait pour répondre à cette question. Voilà. Parfois, les gens pensent que appartenir au centre veut dire ne être pas émotionnel à un niveau politique. Vu que la politique a commencé à bouger vers le besoin de dire des choses qui touchent au cœur, qui enthousiasment, qui capturent l'attention des personnes, ben voilà, l'aspect plus simple est partir vers des idées populistes, des idées simples, des idées sans aucun contenu vrai, on va dire, sans contenu réel par rapport à ce qu'un pays nécessite. Donc, si nous regardons, par exemple, les discours de Hernandez dans les élections passées, il disait qu'il allait mettre un point barre à la corruption et tout cela créait de la rage dans les personnes qui l'écoutaient. Mais les contenus, ben, il n'y avait pas de contenu là. Donc, je me dis et je crois que le centre peut proposer des solutions, des positionnements clairs par rapport aux problèmes du pays en se basant dans une analyse. Et cela peut toucher au cœur, peut bouger certaines personnes qui veulent voir des vraies solutions pour les pays. Et je ne parle pas des petites choses ponctuelles, comme cela peut être des idées populistes ou alors des formes d'utiliser la force et la violence. Voilà. Donc, moi, je crois que on peut effectivement toucher aux gens en utilisant un discours rationnel, mais qui arrive aux personnes, en expliquant tout cela dans un langage simple. Qu'est-ce qui s'est passé avec les centres? Bah, si je reviens aux élections antérieures, cela a été un désastre énorme, hein, une catastrophe. Les candidats ont commencé à lutter entre eux et après, ils n'ont pas abordé, ils n'ont pas proposé des positionnements clairs pour les pays parce qu'ils s'étaient dédiés à s'attaquer les uns les autres. Ils se sont
polarisé d'une certaine façon et cela était triste. Le centre n'était pas là. Je ne sais pas si quelqu'un en bas de cela était en train de silencier ou de muter, je ne sais pas. Mais voilà, ce que nous avons besoin maintenant est une série de personnes que, avec équilibre, avec rationalité, aident à analyser des problèmes et proposer des bonnes solutions. Beaucoup de gens disent que les centres ne peuvent pas être formés de certaines personnes qui étaient dans ces partis politiques ou alors à la gauche ou à la droite. Et c'est pour cela qu'on parle toujours de centre-gauche et centre-droite. Des personnes avec des idées plus libérales, des idées plus conservatrices ou des idées modérées, ça peut faire partie du centre et cela peut aider à résoudre certains problèmes. Et je pense que la majorité des gens tombent dans cette catégorie, justement. Pour cela, les centres pensent toujours, on pense toujours que les centres peuvent voler des votes à la droite et à la gauche. Et cela est vrai parce que beaucoup de personnes préfèrent des positionnements. Ben voilà, par exemple, quelqu'un dit, OK, moi je suis pur centre et cela est un peu dogmatique aussi. Donc, il faut être capable d'analyser les problèmes de tout point de vue, savoir penser et savoir décider quel est le meilleur positionnement pour les pays. Et cela peut être plus proche de la droite ou de la gauche, plus ou moins libéral, mais de certaines formes, cela peut nous aider à trouver des meilleures solutions et des meilleurs positionnements. Maintenant, par rapport à ce que j'ai observé des candidats, est qu'ils n'avaient pas des positionnements clairs par rapport aux problèmes du pays. Parfois, appartenir au centre veut dire des formes uniques que on ne peut pas avoir un positionnement spécifique face à un certain problème. Mais non, ce n'est pas ça. La personne du centre a la possibilité, la capacité d'analyser les perspectives et de savoir appliquer la raison et la logique pour trouver la meilleure solution. Et moi, je pense que cela est vraiment important. Et je crois tellement que c'est ça, que le centre a laissé que la gauche s'approprie des thématiques importantes, comme par exemple le changement climatique, ou alors la question du genre. Tout cela a été assimilé de la gauche, en plus d'autres choses. Donc, bien sûr, si comme centre, nous ne sommes pas capables de donner une opinion avec sécurité et objectivité par rapport à une certaine thématique, ben, certains autres ou d'autres personnes ou d'autres pôles vont s'approprier de cette thématique en donnant des opinions claires et sont beaucoup plus extrêmes aussi. Donc, je crois que le centre est en manque et on n'a pas su se définir, avoir des positionnements avec tranquillité. Et en dernier mot, je me dis que en termes de politique, je suis sûre que chaque parti a des personnes plus équilibrées et des autres personnes qui ont des réflexions plus polarisées. La définition du service public est importante, comme Antonio l'a dit, et peut-être, et parfois cela se perd aussi. Donc, on commence à travailler avec des programmes cachés, avec d'autres intérêts, comme par exemple retenir les pouvoirs, mais alors pourquoi retenir et quel pouvoir? Et je pense que quelque chose qu'on a vraiment perdu, mais nous avons quand même des hommes et des femmes politiques qui se considèrent comme personnes au service de l'aspect public. Depuis beaucoup d'angles, ils se laissent ramener par des positionnements dogmatiques qui coupent les idées et la possibilité d'appliquer avec l'intelligence. Antonio, Sandra, David et Ken, moi je veux me dire que le centre doit sauver la notion d'intelligence. Moi, je me rappelle pas un moment dans les pays dans lesquels on a parlé de la politique autant comme maintenant. La politique est tout maintenant. Et cela est
dépend des solutions desquelles on a besoin. À chaque fois que j'entre dans ce type de conversation, moi, je me dis qu'on est quand même dans un pays qui est mieux que la Colombie d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc, il faut vraiment faire attention à nous définir avec des idéologies radicales. Il faut penser dans des indicateurs qui sont importants pour les gens. Donc, les centres doivent sauver l'idée que les solutions doivent être efficaces pour résoudre les problèmes des gens. Cela doit avoir à voir avec le pragmatisme. Ça peut sembler un peu philosophique, mais en soi, c'est la vérité, le pragmatisme. Donc, si on regarde à des différentes thématiques, comment la gauche et la droite répondent à cela et comment le centre pourrait y répondre, dans la thématique de l'éducation, et moi j'insiste, nous sommes dans dans une situation catastrophique par rapport à l'éducation. L'extrême est d'un côté tout privé, voucher privé, néolibéral, voilà. Et ça, c'était le pire des insultes avant. Et de l'autre côté, tout dans les mains de l'État. Mais voilà, la, le projet Pilopaga était extraordinaire parce que ça allait donner la meilleure éducation à tous les étudiants. Et cela a été rejeté dans l'idée radicale qu'il fallait ou pas privatiser l'éducation. Mais si les centres adoptent des positionnements qui ont résulté avec succès, il peut se présenter comme l'union d'idées d'un parti qui résout les problèmes parce qu'il n'est pas en train de lutter contre ou avec des idées radicales qui ne sont plus applicables parce que le monde a changé de là. Et cela a à voir avec la gradualité aussi. Les radicaux, les dogmatiques croient que avec la lutte, on résout beaucoup de problèmes. Mais non, il faut répondre aux problèmes progressivement et avec pragmatisme. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne discute que la santé doit être universelle et gratuite pour tout le monde. N'est-ce pas? Il y a 20 ans, moi, je pense que ça, ce n'était pas le cas. Maintenant, où est-ce qu'on est bloqué? Comment le mettre en œuvre? La gauche dit seulement l'État, je n'accepte pas du tout le secteur privé. Si cela fonctionnait, moi, du centre, je m'approprie de cela, mais ça ne marche pas. L'évidence empirique, et la gauche n'aime pas cela, ne démontre pas que cela va marcher. Et c'est pour ça que le centre doit chercher d'autres combinaisons, parce que ce que nous voulons est de construire une solution précise et dire et parler avec l'électorat en disant avec des solutions spécifiques, je vais améliorer la santé. Les centres doivent se positionner comme un parti, entre guillemets, si on veut, ou comme une plateforme qui donne une solution la meilleure solution aux problèmes des gens. Et c'est là à voir avec la dichotomie, si on simplifie vraiment beaucoup, les caractéristiques de la droite. D'un côté, nous avons la liberté, de l'autre l'égalité. Ni l'un ni l'autre existe. Il faut trouver une combinaison et une idéologie qui donne une bonne quantité d'égalité et de liberté. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, David, s'il te plaît. Maintenant qu'Antonio a mentionné un mot qui est en train d'être utilisé comme un insulte, qui est le néolibéralisme. À mon avis, tout le monde associe cela à l'idée que les privés aident à acheter certains services comme l'éducation, la santé, les pensions, voilà, contre un, un être État, donc l'extrême de l'étatisme, qui ne marche pas, qui est moins efficace, moins rentable et qui est un peu noyé et qui est aussi vraiment plein de corruption. Mais voilà, si on parle de la santé en Colombie, par exemple, cela a été bien qualifié. Les services euh, de santé en Colombie étaient qualifiés comme entre les meilleurs du monde. Et nous avions des problèmes.
le problème qu'il y avait est que les EPS, les organismes assureurs du système de santé colombien, ont commencé à faire des choses incorrectes, mais cela n'était pas la majorité du problème. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire une fois que on ne peut pas gagner des honoraires ou gagner de l'argent avec la santé. Et si cela sonne comme à quelqu'un veut de l'argent de la santé, en réalité, si on réussit dans la santé, on donne des bons services, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gagner de l'argent si on a investi dans la santé, si on a fait les choses bien? Et de l'autre côté, si la santé est complètement dans les mains et dans la gestion de l'État, elle va coûter beaucoup plus des services basiques les- que les privés faisaient. Cela part vers la corruption et ce service de l'État va coûter ben, beaucoup de fois plus cher. Donc, je crois que il faut déqualifier, par exemple, dans ces questions, l'idée que les privés ne peuvent pas participer dans la prestation de services publics. Moi, je pense qu'il faut vraiment prêter attention à cela. L'étatisme exagéré est aussi une stratégie politique afin d'avoir plus de contrôle des ressources publiques et pouvoir l'utiliser avec des fins politiques et économiques. Moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention à cela parce que quand toute la santé est dans les mains de l'État, il est facile de manipuler l'électorat et cela ne va pas. Donc, je crois que il faut vraiment prêter attention si on veut déqualifier certaines choses qui ont effectivement très bien fonctionné dans le passé. Et de ça, j'ai parlé tantôt. La polarisation, l'extrémisation commence avec une déqualification vraiment simpliste des choses. Par exemple, le néolibéralisme est mauvais, point barre. Le néolibéralisme doit terminer. Mais voilà, il n'est pas si mauvais que ça. Et moi, j'ai pas honte de dire que je soutiens les idées néolibérales à condition que, avec le centre, cela est utilisé avec modération. Si la santé touche au privé, ben voilà, la superintendance de la santé est là pour contrôler que les prestations de services publics soient bien faites. Nous n'avons pas une superintendance de santé qui est là pour ne rien faire. Pourquoi est-ce que le système économique marche mieux? Parce que nous avons une bonne supervision de cela. Donc, le rôle est justement de ce type de groupe superintendencias de contrôler, de gérer les services efficacement. Et voilà. Désolée, on ne laisse pas parler ni à Sandra ni à Ken. Je suis désolée que nous sommes en train de vous voler les micros, mais j'ai quelque chose à ajouter. Est-ce que je peux? Oui, je veux juste mettre la main ici parce que peut-être que je suis un peu plus socialiste que David et on le sait déjà depuis le début. Mais voilà, parce que lui, il est d'Antioquia, c'est pour ça, n'est-ce pas? Mais oui, nous, moi, je suis du Caribe, donc pour nous, tout vaut. Voilà. En soi, je voulais dire que oui, il est vrai que le centre crée dans le capitalisme et dans les marchés. Cependant, cela n'est pas un dogme. Et effectivement, je vais mentionner un livre de Branko Milana qui dit que le capitalisme a déjà triomphé. Ben, dans certaines trajectoires, dans les résultats du socialisme, et tout en soi, tout le monde est capitaliste maintenant avec une combinaison étrange et inédite comme le capitalisme de la Chine, du Vietnam, avec un régime autocratique libéral. Et cela est la conséquence du manque de résultats. Mais je pense que dans cette thématique comme la santé, il y a des dilemmes de type moral qui se présentent au secteur privé. Bien sûr, on peut présenter cela au secteur privé, mais si cela marche, la clé est la régulation. Comment est-ce que vous allez appliquer des règles
Et qui va gérer tout cela? Il s'agit d'un art difficile. Les centres croient qu'ils peuvent très bien appliquer des régulations. La gauche dit, nous ne voulons pas régler parce que les privés vont toujours maximiser euh, leur gagne. Ben, moi, je pense que au centre, on peut appliquer cette régulation. Et peut-être que vous ne vous rappelez pas trop de ce que je vais parler maintenant, mais moi, je me rappelle bien les politiques de centre avec un résultat incroyable, que c'est la massification des gaz naturels en Colombie. Moi, j'ai vécu cela comme président, bien sûr, parce que j'ai été président du Promigas, mais cela a été très bien fait. Des études rigoureuses, ressources naturelles de l'État, régulation incroyable de l'État, un contrôle des superintendances et une entrée, un accès du secteur privé bien géré. Les résultats ont été tellement bons qu'il y a certaines années, les documents qui ont été présentés par Promegas par rapport à cela, avec son impact social et économique, est lu comme les meilleurs du monde. Moi, je pense que cela est un laboratoire par rapport à comment les choses pourraient marcher dans une perspective du centre, parce que cela n'est pas radical d'un côté ni de l'autre. Donc, la combinaison d'éléments, les centres peuvent propicier, gérer des résultats pour le bénéfice des gens. Parce qu'avec des gagnes, on réduit aussi la pauvreté. Voilà, je voulais dire que cela. Voilà, j'avais beaucoup de choses, mais David, est-ce que tu veux dire quelque chose de plus? Moi, je veux juste vous écouter. Hein. Simplement, je n'ai même plus de questions, je peux juste vous écouter. Non, vous pouvez continuer, vous inquiétez pas. Mais oui, nous avons d'autres questions aussi. Mais en soi, on est vraiment d'accord par rapport au rôle de l'État. Et Antonio a mentionné la superintendance. Et la superintendance n'a jamais joué le rôle correct et les contrôles auraient pu jouer à abuser des services, de la prestation de services, mais nous ne voulons pas entrer. OK, peut-être juste, je suis désolée, hein, l'éducation publique est super importante. Il faut donner une éducation de bonne qualité, mais si nous regardons les classifications de l'université publique de la côte Caribe de la Colombie, c'est une honte incroyable. Nous envoyons beaucoup d'argent, mais nous n'avons pas de résultats. Donc, nous proclamons que l'éducation est importante, mais si nous avons un enfant pauvre, nous n'allons pas pouvoir lui donner une bonne éducation. Merci beaucoup. Je veux juste changer un peu la thématique. Je comprends que nous ne pouvons pas généraliser par rapport à certaines thématiques comme celle-là, mais je vous demande quand même, est-ce que, selon vous, existe-t-il un consensus à votre avis ou des divisions marquées sur des thèmes comme, par exemple, la sécurité, l'économie, la santé ou l'éducation? Est-ce qu'il existe un consensus ou est-ce qu'il y a plutôt vraiment beaucoup d'opinions marquées, des divisions? Est-ce que la division alors est par secteur, par région? Qu'est-ce que vous croyez, David? Bah, voyons. Moi, je crois que il peut y avoir un consensus ou on peut arriver à un consensus par rapport à ces problématiques. Si quelqu'un réagit comme une personne du centre doit réagir dans toute l'ampleur des aspects dans lesquels il faut travailler, je pense qu'à ces moments-là, on pourrait effectivement arriver à des consensus. Je crois que les personnes du centre ne devraient pas avoir des difficultés s'ils agissent comme personnes du centre pour réussir à obtenir ces consensus. Le consensus n'est pas inventé, il peut exister, il est là. Si nous parlons de thématiques comme ce qu'on a mentionné, la sécurité, l'économie, la santé, l'éducation, voilà. Si nous commençons à analyser cela, ben voilà,
beaucoup des solutions différentes commencent à apparaître. Si nous avons et nous comptons avec l'ampleur nécessaire pour analyser un problème depuis plusieurs points de vue. Et cela nous amène, bien sûr, à des consensus. Mais voilà, je touche à quelque chose que j'ai mentionné récemment, et c'est qu'au moment de créer une campagne politique, les personnes tendent à chercher des idées plus, ou à présenter des idées plus simples qui touchent aux émotions un peu plus. Et c'est là qu'ils obtiennent des consensus qu'on ne voit pas. Moi, je dirais que n'importe qui a du centre peut arriver à un consensus par rapport à ce type de thématique. Voilà, je n'ai pas de doutes. Oui, Antonio, en donnant suivi à cela, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de personnes du centre qui sont un peu cachées dans la politique colombienne? Ben voilà, je crois que à la base, la classe entrepreneuriale colombienne, elle est partie beaucoup plus vers la droite dans le passé par rapport aux menaces et à tout ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Et je peux donner une mesure par rapport à combien de nous ont soutenu le processus de Manet et combien ne l'ont pas soutenu. Je pense que ça, c'est une division principale dans les courants colombiens par rapport à des organisations formelles. Je crois que cela a été un point qui a ajouté encore plus de poids à la radicalisation et à la polarisation. Par rapport à l'approche de l'idée politique et des problèmes, je vais dire quelque chose. Si nous avions un État avec de la valeur qui peut fournir de la santé et de l'éducation de première qualité gratuite à tout le monde, ben, on aurait beaucoup moins de problèmes. Mais dans la pratique, cela n'existe pas. Donc, il faut trouver une combinaison des facteurs optimales. En termes de sécurité, pourquoi est-ce qu'il y a des crises en termes de sécurité si la sécurité doit être un élément essentiel? La droite a pris cet élément depuis longtemps. La gauche vient de commencer à parler de la sécurité. Et je pense qu'en termes de sécurité, la différence est la combinaison qu'on peut faire par rapport aux forces involucrées, etc. De la même façon, les systèmes de santé publique dans certains pays du monde fonctionnent très bien. Ils n'ont pas la dichotomie privé-public, mais ils ont une régulation différente par rapport au public. Cependant, la réalité montre autre chose. Donc, si la gauche, ben, quand la gauche s'est rendue compte que les secteurs privés peuvent marcher, ben, la gauche rejette tout cela parce que l'idéologie fondamentale ne permet pas que cela marche. Et donc, le centre ne sait pas trop comment se positionner par rapport à cela. Donc, moi, je crois que la société colombienne est vraiment d'accord par rapport à de quoi nous avons besoin, mais il faut chercher des accords minimales sur lesquels il ne devrait pas y avoir de discussions. Par exemple, la première enfance, il faut avoir un groupe national qui nous réunit tout le monde pour avoir un succès par rapport à ne pas nous donner honte tout le temps euh, dans ce sens-là. Oui, une toute dernière question parce que nous n'avons déjà pas de temps à disposition et je vais vous demander des réponses courtes. En termes politiques, qu'est-ce que les secteurs privés a appris après 4 ans de gouvernement de gauche? Aïe, 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 David, vous commencez. Moi, je pense que la leçon la plus importante qu'on a tirée est que la politique n'est pas exclusive des hommes et des femmes politiques. C'est plutôt un besoin de que tout le monde participe en politique. Et qu'est-ce que ça veut dire la participation en politique? Ça ne veut pas dire juste je vais voter et je donne mon vote et voilà. Il s'agit d'écouter beaucoup plus,
de se rendre compte de ce qui est en train de se passer dans le pays, de pouvoir participer en groupe aux discussions. Moi, je ne suis pas amie de l'adoctrinement, mais je suis vraiment amie de la conversation, du dialogue, de la possibilité des gens de maturer politiquement, parce que les pays qui ont une maturité politique de la population savent aussi répondre mieux aux situations, aux problèmes et ne pas euh, se laisser faire avoir par l'émotionnalité. Moi, je pense que ce qui s'est passé est que quand nous avons un gouvernement d'extrême gauche comme l'actuel, nous avons cette tendance de sentir que les émotions vont nous donner les solutions. Et ça ne va pas. Parce que si on part vers l'extrême gauche ou l'extrême droite, ben, nous n'allons jamais trouver de bonnes réponses. Et c'est pour cela que je crois que la maturité politique est intéressante et importante. Et il est vraiment triste de voir des entrepreneurs qui ont des positionnements vraiment extrêmes et qui n'arrivent pas à voir au-delà de comment on peut effectivement solutionner certains problèmes et de comment certaines choses peuvent se résoudre avec de l'objectivité, des formes plus scientifiques en proposant certaines idées avec du raisonnement. Donc, je pense que beaucoup des entrepreneurs, pas tout le monde, mais beaucoup, sont partis vers les extrêmes politiques en pensant que les solutions plus extrêmes et même autocratiques peuvent être la solution à un gouvernement autocratique de gauche comme l'actuel. Je crois que l'exemple est un peu partiel par rapport à la caractéristique du gouvernement actuel, qui est vraiment mauvais, vraiment mauvais. Et je pense que la personnalité et la régulation ont des énormes effets dans la société. Donc, je vois une quantité des cas de leadership positifs ou négatifs. Et donc, au-delà de la gauche et de la droite et de l'impact social de cela, le leadership est mauvais. Et donc, je pense que l'exemple n'est pas bon. Si j'étais entrepreneur, je ne serai pas des formes actives en train de discuter comment défendre une réforme tributaire. Moi, je prendrai l'initiative en disant, OK, on va faire un pacte avec la société. Comme entrepreneur, nous allons payer autant d'impôts, mais ayons un dialogue pour savoir comment on va faire des investissements avec ces impôts-là. Il faut être conscient des modifications en Colombie, les impôts, les parties sociales. Il faut savoir comment équilibrer cette division d'impôts, ces investissements. Il faut être un peu plus proactif par rapport à cela. En soi, quand nous avons eu des crises en Colombie au début, pour que ce soit pour la guerre ou pour la paix, on demande aux entrepreneurs de payer et on l'a fait. Et je pense que ça, c'est un lien très puissant. Les systèmes tributaires, l'accord entre les entrepreneurs, le secteur privé et l'État et le type d'accord qu'on peut arriver à faire afin d'avoir un consensus long terme et un impact. Cela peut être un cercle vicieux. Dans certaines villes, on met des impôts et on démontre qu'avec ces impôts, on est en train de faire quelque chose de bon. Donc, c'est une question de confiance. On met des impôts, des grands impôts pour les entrepreneurs, mais on dit, OK, on va les utiliser pour cela et cela, et on vous montre comment on va les utiliser. Et avoir des discussions, des dialogues, des actions collectives et du renforcement et du proactivisme par rapport à notre rôle comme entrepreneur et l'impact social qui peut arriver de cela. Merci beaucoup. Martha, merci. Voilà, merci beaucoup, David, Sandra, Ken et Antonio pour cette énorme conversation. Je pense que nous avons une des conversations plus dynamiques de cette série. Merci à tout le monde, à toutes et à tous de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de recevoir des informations sur les prochains épisodes de cette série consacrée au Centre Colombie ainsi que sur d'autres événements. Merci à nouveau à tout le monde. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.